Rendez-vous traditionnel, donc très attendu. Cathy Verquin, bonjour. Bonjour. Merci une nouvelle fois, je crois, d'être le porte-parole de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux de la Fédération, pour dire qu'est-ce que c'est intéressant de les avoir chaque année. On va parler économie, transport routier. Si ça ne vous gêne pas, vous allez m'expliquer tous les cours parce que je comprends très bien. On va commencer par le commerce mondial. Après, on fera le focus sur le TRN. Comment ça va l'économie du monde? Alors, normalement, il y a un support. Oui, vous appuyez sur le petit bouton vert, tac, voilà. Voilà, parfait. Je le vois ici, ok. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. À mon avis, c'est pas la bonne. C'était une courbe qui racontait que, ouf, il y a le Covid, ça se casse la figure. Voilà. Super. Celle-là. Voilà, alors donc on va faire effectivement un petit focus macro alors j'ai pris un slide qui est très intéressant, c'est l'évolution du commerce mondial. Quand vous regardez effectivement l'évolution du commerce mondial, vous voyez qu'il y a un gros plongeon en 2020. Le Covid. Voilà, absolument, où tout s'est figé en même temps, très synchrone finalement. Et puis après, vous voyez une pente de redémarrage qui est très forte, voilà, qui est très rapide, qui a quasiment jamais été vue à cette vitesse-là. Et d'ailleurs, ça explique beaucoup de choses sur tout ce qu'on disait tout à l'heure, sur les problèmes de pénurie, sur le coût du fret, la disponibilité du fret. Alors dans ce contexte-là, la France a eu le même mouvement, c'est-à-dire un gros plongeon en 2020. Le PIB a baissé quasiment de 8%. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a même jamais vu en temps de paix. Ouais. Et puis un rebond très fort. On a même revu nos prévisions ici début septembre. On ferait plus 6,3 de croissance sur 2021. D'accord. Un stop and go, à peu près la même courbe pour tout le monde, pour la France en tout cas. Ça, voilà, la France a été particulièrement marquée en plongeon puisqu'on a été très strict sur les restrictions sanitaires. Et donc une reprise très forte, limite euphorique, mais on en reparlera. Et c'est tous les secteurs qui tirent. Tous les secteurs. La consommation, mais aussi les investissements. Les entreprises investissent beaucoup. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est de la capacité à venir, de la rentabilité à venir. J'aime bien quand vous êtes souriante avec des chiffres optimistes. On passe à les sociétés. Les sociétés normales, comment est-ce que ça va, leur trésorerie, leurs dettes? Alors, en rouge et en bleu, c'est quoi en rouge, en Alors, haut? je vous décrypte le petit graphique. Dans les faits, sur ce graphique, on a mis l'évolution de l'endettement. Donc, vous avez évidemment un gros pic sur l'année 2020, puisqu'il y a eu la distribution des PGE, les prêts garantis par l'État. Oui. Quasiment 140 milliards aujourd'hui, donc avec un gros pic sur 2020. Mais ce qui est rassurant, c'est que ce que vous voyez en fait, alors c'est l'inverse plutôt. Le bleu, c'est voilà, le bleu, ce sont les PGE, les prêts garantis par l'État. Les dettes donc. Voilà, les dettes. Et le rouge, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie. Donc ce qui est vraiment rassurant, c'est que la plupart des entreprises ont gardé le PGE sur leur compte. Et donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, les entreprises sont plutôt en bonne forme. Elles ont plutôt une rentabilité qui a été préservée pendant cette année compliquée, notamment grâce aux mesures d'accompagnement de l'État. Oui. Et puis aussi parce qu'en fait, elles ont mis le PGE sur leur compte et ne l'ont pas forcément entamé. Donc elles ont encore de la réserve. Voilà, au niveau national, elles vont le gérer. C'est ça. Au niveau national, on pense même que la différence entre la dette brute et la dette nette, on serait quasiment qu'à 1 milliard. Donc il n'y a pas une grande dégradation des structures financières des entreprises. Ça peut redémarrer donc. Voilà, ça peut redémarrer sans avoir été trop impacté trop abîmé par cette crise. Et puis l'activité partielle aussi a eu un rôle fondamental. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont gardé leurs employés, leurs compétences, et quand l'activité est revenue, ils ont pu redémarrer très très vite. D'accord. Allez, on vient chez nous. Allez, on faut. Le TRM. Alors, on commence par le chiffre d'affaires. La courbe en noir, c'est quoi? Alors, ça, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Alors, vous voyez qu'il y a une évolution qui était plutôt sympathique jusqu'en 2019, avec une croissance du chiffre d'affaires chaque année, et puis une cassure en 2020. Oui. Alors, si vous allez sur le petit cartouche de droite, vous avez une comparaison. Vous avez le transport comparé à l'ensemble des services. Les services, c'est... Alors, les services, c'est l'ensemble des services aux entreprises. Ça peut être les prestations de nettoyage, les intérimaires, les services informatiques, voilà, la communication. Donc, le transport en tant que tel
Alors, s'en sort plutôt mieux que les services, puisque effectivement le transport a continué à travailler en 2020. Mais on peut même dire qu'il s'en sort mieux que le chiffre que l'on voit là facialement, puisque vous savez que dans les transports, il y a un impact très fort du prix du gasoil. Et le chiffre d'affaires ne veut pas tout dire. Et le chiffre d'affaires ne veut pas tout dire. Et en 2020, le prix du gasoil a baissé. Donc probablement que le chiffre d'affaires du transport, on en est même sûr, on a regardé ces éléments-là, et dans les faits, on aurait plutôt un chiffre d'affaires qui aurait baissé plutôt de 2%. Donc en réalité, que de moins 2 par rapport aux 5,7 ou aux 4,5 des autres. Tout à fait. Donc le TRM s'en sort plutôt bien de la crise. En chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires. En volume. Oui, et en volume, pardon. Et en volume surtout. Tout à fait. Oui. On parle de rentabilité. Oui. Slide suivant. Le résultat courant avant impôt. Alors la rentabilité. La rentabilité, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise. Bah, oui. Évidemment, c'est ce qui est important. Alors là, on est descendu très bas dans le compte de résultat. On est au niveau du résultat courant avant impôt. Et alors vous voyez que la courbe du transport qui est celle en bas, avec une rentabilité qui est quand même assez inférieure à ce que l'on peut voir sur les secteurs de comparaison, les services et l'ensemble des secteurs. Et en plus, on a quand même une baisse qui est assez importante en 2020. Ce résultat courant avant impôt a baissé de 0,5 partant d'une base de 2. Inquiétant. Alors oui et non. Il faut savoir que c'est un peu contre-intuitif. En fait, en 2020, bizarrement, on se dit, mais vous le disiez, le transport a continué à travailler. Ben oui. Oui, mais il a continué à travailler dans des conditions compliquées. Et on a eu à la fois des secteurs qui étaient en surchauffe et des secteurs qui étaient à l'arrêt. Au printemps 2020, quand les jardineries étaient fermées, ceux qui livraient des végétaux ne pouvaient plus les livrer. Il n'y avait plus de voitures. Il n'y avait plus de voitures. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis en plus, bizarrement, c'est comme dans l'industrie agroalimentaire, on a des secteurs qui ont continué à travailler, mais dans des conditions compliquées. Et donc, elles ont eu un impact sur leur rentabilité. Il a fallu acheter des équipements de protection pour les salariés, les EPI. Voilà. Il y a eu les mesures de distanciation, et puis des flux qui ont été quand même là aussi en stop and go, donc très compliqués à gérer, avec parfois des camions qui revenaient à vide. Voilà. Donc finalement, c'est plus les entreprises qui ont vraiment continué à tourner pendant la crise qui ont peut-être été plus impactées sur leur rentabilité. Plus impactées que celles qui ont fait de la surchauffe. Voilà, tout à fait. Bizarrement. Alors, il y a une autre info, là, on l'avait gardée à part, parce que ça nous a paru dingue. 3 entreprises sur 10 sont déficitaires. Ça va mal, ça va très mal. Ça y est, on met la clé sous la porte. Alors, ça fait peur. Bah oui, 3 sur 10 déficitaires. Absolument. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas 3 entreprises sur 10 qui vont déposer le bilan dans les prochains mois. C'est pas parce qu'on est déficitaire qu'on va déposer le bilan. Absolument. Et puis, vous l'avez vu dans le slide précédent, la rentabilité dans le transport est quand même assez faible. Donc, c'est très facile de passer un peu dans le rouge, un peu dans le vert et d'enchaîner des années positives, négatives. Voilà. Donc, voilà. Mais quand même, un petit warning, c'est que ce taux s'est dégradé sur 2020. Donc on voit bien, comme je le disais, il y a une dispersion un peu plus large des entreprises dans le transport entre celles qui étaient en surchauffe et qui ont plutôt été du bon côté de la force et celles qui ont plutôt eu une activité qui a été bousculée ou aussi avec des chocs sur la période. Donc une petite dispersion au niveau des entreprises. Trésorerie, dette, chiffre d'affaires, rentabilité. On parle de l'emploi ? Alors l'emploi, c'est vraiment quelque chose... On regarde que le petit en haut, l'emploi, rien que l'emploi. Alors on va focuser sur la première ligne, effectivement. Là aussi, plutôt une bonne surprise, parce que le transport, en dépit d'une année 2020 extrêmement compliquée, a continué d'embaucher. Et donc on voit que l'emploi a fait plus 0,6 en 2020. C'est assez extraordinaire. Plus que les services. Alors voilà, tout à fait, plus que les services. Alors maintenant, on va regarder... Alors, où va la valeur ajoutée ? En gros, où va la création de valeur ? C'est ça. La valeur ajoutée, c'est vraiment un indicateur en économie qui est hyper important. La valeur ajoutée, c'est vraiment la richesse qui est créée. Le personnel, l'entreprise, l'État, c'est-à-dire les impôts, les prêteurs, les intérêts, et les associés, c'est-à-dire les actionnaires. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je vous laisse détailler. Alors, quand on regarde, donc effectivement, au sein de cette valeur ajoutée, on voit qu'il y a vraiment une déformation très particulière dans le transport parce qu'on le sait, le transport, c'est une entreprise, ce sont des entreprises de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est extrêmement importante. Et là, on voit que la répartition de la valeur ajoutée, on a plus des 3/4. 77% de la valeur ajoutée est consacrée aux charges de personnel, à la rémunération du personnel. La création de valeur, elle va aux 3/4 à la rémunération du personnel. Absolument, absolument. Et donc on voit bien l'aspect quand on compare par rapport aux services. Ah oui. On va rester sur les services aux entreprises. On voit qu'on est quand même plus de 20% au-delà. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, après la rentabilité, c'est aussi la valeur humaine et les ressources humaines dans le secteur. Et ça va être d'actualité parce que tout le monde parle d'un éventuel retour de l'inflation. Tout à fait. Et donc... prix, l'inflation, pays. Tout à fait. D'accord. Mais c'est plutôt intéressant que le personnel soit 77 versus un peu plus de la moitié, 3/4 pour le TRM, un peu plus de la moitié pour les services en général. Ça veut dire qu'on a plus de frais de personnel ou qu'on fait plus attention au personnel ? Ou qu'on attire les salariés par un intéressement ?
Non, c'est tout simplement parce qu'en fait, au sein de cette création de valeur, il y a une répartition qui se fait sur les différents acteurs économiques, ce qu'on appelle les acteurs économiques. Et tout simplement, comme dans le transport, il y a une importance, à chaque camion a son chauffeur. Oui. Donc voilà, il y a vraiment le poids du personnel est extrêmement important par rapport à de l'industrie. On pourrait avoir une industrie très mécanisée, où finalement on a très peu d'opérateurs, avec un capital installé très important. Donc là, on a vraiment une distorsion avec un poids des charges de personnel qui est extrêmement important. Alors, je regarde la dernière ligne cette fois-ci, les associés, c'est-à-dire les dividendes. Moi, si j'ai de l'argent, je vais plutôt investir dans les services, rentabilité plus 12. Dans le TRM, plus 3. 3%, 12%. Aïe, 4 fois plus. Oui, alors c'est vrai que vu comme ça, on pourrait penser effectivement que ce n'est pas un secteur pas rentable. Qui est extrêmement intéressant. Après, c'est un choix, un arbitrage des actionnaires, et voilà, c'est un constat. Bon. Alors, dernière slide. On parle maintenant, est-ce que les entreprises de TRM sont capables d'investir dans les années à venir ? Alors, c'est effectivement un sujet extrêmement important, vous le savez, puisqu'on en a parlé dans les présentations précédentes. Il y aura la transition écologique à gérer et ça coûte de l'argent. Donc, l'aspect structure, qui est peut-être un petit peu plus statique, est quand même important. Alors là, on retrouve, c'est très chaîné par rapport à ce que je vous ai présenté au début. Vous voyez donc dans le premier cartouche, vous voyez l'évolution de l'endettement qu'on rapporte classiquement, le taux d'endettement rapporté au fonds propres. Et là, vous voyez l'aspect en brut, c'est-à-dire que l'endettement a augmenté. Le rouge. 140 milliards de PGE au niveau global, 1,4 milliards au niveau du secteur des transports, qui n'a pas été forcément le secteur qui a plus eu recours au PGE, mais quand même, donc ça dégrade. 1%, 140 milliards, 1,4 milliard pour tout le transport. Hein. Tout à fait, mais ça dégrade les structures. Vous voyez bien, on passe de 100 à 113 en termes de taux d'endettement. Mais là aussi, il y a le cartouche à droite qui est plutôt rassurant, parce qu'en même temps, la trésor, comme dans les autres entreprises, on retrouve en fait cet argent qui a été essentiellement gardé sur les trésoreries des entreprises. Et en plus, on sait que la plupart des entreprises, dans le transport comme ailleurs, ne vont pas rembourser dès la première année ou la deuxième année les PGE, mais ils vont plutôt à quasiment 90% l'amortir sur le maximum des 6 ans. Voilà, donc ça laisse quand même une longueur de vue pour utiliser correctement cet endettement. Et ensuite, le dernier... Alors oui, j'ai gardé un petit focus pour la fin, petit focus un petit peu plus inquiétant. On a, en termes d'analyse financière, un indicateur qu'on regarde souvent, c'est le taux d'endettement rapporté aux années de CAF. C'est-à-dire combien d'années de CAF, la capacité d'autofinancement, donc c'est en gros la rentabilité plus les amortissements, combien d'années de CAF je vais devoir utiliser pour rembourser mon endettement. Au bout de combien de temps j'aurai remboursé ? Voilà, c'est ça. Et on sait qu'à partir de 7 ans, à partir de 7 ans, quand l'endettement dépasse 7 années de CAF, on a quand même une petite alerte. Là, c'est dangereux. Ça devient un peu compliqué. Et là, on retrouve bien la dispersion dont je parlais, puisque là, vous voyez que finalement, sur une année, on est passé de 15% à 17% d'entreprises dont l'endettement par rapport à la CAF est passé au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, c'est donc le truc en rose tout en haut. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le pourcentage d'entreprises qui vont avoir du mal à rembourser, ou du moins qui vont mettre plus de temps que normal ou que prévu. Ou en tout cas, qui auront plus de difficultés à lever de l'argent, à obtenir des financements auprès des partenaires bancaires qui vont dire « mais votre structure est un peu dégradée ». Et là encore, qu'on fasse ce que l'on disait par rapport à la transition écologique, quand ils auront besoin d'investir, même peut-être qu'ils auront du mal, ils auront peut-être un petit peu de difficulté à obtenir des financements auprès des banquiers, qui vont trouver que la structure est quand même déjà lourde. Est-ce qu'ils pensent un peu ou pas au fond d'eux-mêmes que le prêt garanti par l'État, ils vont faire un moratoire, ils vont l'oublier? Non. Non, alors c'est pas du tout, pas du tout le scénario central. Personne ne pense à ça. Non. Vous, à la Banque de France, vous voyez pas des gens qui disent je mets la clé sous la porte et puis je recommence ailleurs? Non. Oh non, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision aussi noire de l'entreprise. Je vous rappelle que vous vous occupez aussi du surendettement. Il y a pas mal de gens qui disent... Surendettement, des ménages, oui. Des ménages. Mais un peu mal déluge, non? Non, pas dans le monde de l'entreprise. Bon, merci, je crois qu'on a fait le tour avec vous. J'aimerais, si c'est possible, Cathy Verquin, votre point de vue un peu plus personnel. Vous êtes une observatrice très attentive du secteur. Je rappelle que ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il y a... 12 ans. Ce merveilleux partenariat entre Banque de France et FNTR. Chaque année, sincèrement, je pense dire merci au nom de tous ceux qui nous regardent. Vos chiffres sont très précieux. Je voulais d'ailleurs en rajouter juste quelque chose. Toutes les courbes, tous les chiffres que Cathy vient de donner, vous les retrouverez sur le site de la FNTR, avec cette fois-ci les explications, les petites attentions et surtout les sources qui sont derrière. Donc, vous connaissez très bien le secteur.
pour les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines, sur quoi est-ce qu'il faut faire attention? Et sur quoi il faut faire le focus? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Sur quoi il faut être attentif? Oui, alors je vais effectivement donner peut-être quelques points d'attention parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'optimisme. À la Banque de France, on n'est ni optimiste ni pessimiste, on dit ce qu'on voit. Alors bon, ceci dit, j'avoue que je préfère croiser des chefs d'entreprise optimistes que des chefs d'entreprise pessimistes. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimisme, voire un petit zeste d'euphorie qu'on observe. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais je pense qu'il y a un effet, je pense qu'on a envie d'oublier 2020 et on a bien raison d'ailleurs de vouloir oublier 2020. Et donc, on perçoit un petit zeste d'euphorie. Alors, quand même, 2 points d'attention. Ils ont déjà été mentionnés dans notamment la table ronde précédente. Premier point d'attention, celui qui est peut-être le plus temporaire, l'inflation. On en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelle entreprise ne parle pas des problèmes d'inflation, des problèmes de pénurie d'approvisionnement, des puces électroniques. Et d'ailleurs, on a ce problème d'approvisionnement dans l'automobile, mais également dans les camions. Aujourd'hui, il est très compliqué d'acheter un camion. Les délais de livraison sont très longs. Et ça aussi, ça peut perturber le business. Oui, mais que faire? Alors, bonjour l'inflation, mais oui, je constate, je ne peux rien y faire. Alors bon, après, on s'était déshabitué. On a enchaîné des années où il n'y avait quasiment pas d'inflation. Donc là, on a un retour à l'inflation à 2%, voire un petit peu au-delà pendant quelques mois. On n'avait plus l'habitude. C'était le paléonto, c'était il y a... Oui, voilà. Donc on a du temps de Raymond Barre. Voilà. Alors là, effectivement, l'inflation, on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a 2 éléments dans l'inflation. Il y a l'inflation qui est liée au coût des intrants. Aujourd'hui, on fait la courbe sur le commerce international. On a eu un tel choc et surtout un tel rebond qu'entre l'offre et la demande, aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Et donc l'offre n'arrive pas à suivre la reprise très forte, très rapide de la demande. D'où ces pénuries, ces problèmes d'approvisionnement que l'on voit. Pour nous, forcément, ces courbes, elles vont se réajuster dans le temps. Et donc les choses vont se calmer. Et d'ailleurs, nous, on pense que l'inflation sera temporaire et qu'on va revenir dès 2022-2023 sur de l'inflation inférieure à 2%. Donc pour nous, c'est temporaire. Il y a ce choc quand même sur les prix des matières que les entreprises vont devoir encaisser. Mais ça va s'ajuster. Mais ça va s'ajuster. D'accord. Et l'inflation, le risque, c'est, vous le disiez, c'est qu'on ait un enchaînement prix-salaire, prix-salaire. Oui. Et là, évidemment, ça pourrait être, si on a vraiment cet enchaînement qui va peut-être quand même un petit peu friser à la marge, c'est particulièrement impactant pour le secteur du transport quand on voit cette fameuse répartition de la valeur ajoutée, où les 3/4 de la valeur ajoutée sont sur le... C'est intéressant. Vous êtes pessimiste sur l'inflation. On aura un autre invité tout à l'heure qui, je crois, a à peu près la même opinion, en tout cas le même optimisme. Deuxième chose sur laquelle il faut rester attentif. Alors effectivement, je finis juste sur l'inflation. En fait, sur l'inflation, on pense que c'est temporaire. Ne me demandez pas quelle sera la durée du temporaire. Oui. Voilà. Alors, sur deuxième... Mais je rappelle que vous êtes quelquefois très pessimiste. Le rebond attendu, vous l'avez prévu, vous, 6 mois plus tard, finalement, il est arrivé plus tôt que prévu. Oui, c'est vrai. Oui, une bonne nouvelle. Absolument, mais absolument. On ne pensait pas que les chefs d'entreprise allaient avoir autant d'énergie pour redémarrer. Alors, le deuxième point d'attention, c'est le recrutement. Et à la limite, pour nous, les problèmes de recrutement, c'est un problème qui est plus inquiétant dans le sens où on pense que c'est plus structurel. Aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. On a retrouvé la même situation aujourd'hui, mi-21, qu'on avait avant la crise du Covid. C'est assez incroyable. On est revenu avec le même niveau de taux de chômage et les mêmes tensions. Et tous les métiers, quasiment, sur tous les segments, sont en tension. Il n'y a pas que dans le transport. Et ça, c'est le problème de recrutement. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, on ne remet pas à l'emploi en quelques semaines des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ça prend du temps. Il faut mettre en place des formations, les formations adaptées. Et, voilà. Et ça, à mon avis, c'est pas temporaire et c'est beaucoup plus structurel. Dans le terrain, c'est structurel, le recrutement. Tout à fait. Ça fait longtemps que le président Pic dit on recrute 50 000 personnes, demain matin, sans vous voulez. Et donc ça, pour nous, c'est un frein, je veux dire, au rebond de l'activité qui nous inquiète un peu plus que l'inflation qui, normalement, devrait un peu rentrer dans son lit. D'accord. On est interactif, vous le savez. On a un numéro de téléphone qu'on peut vous joindre donc par SMS et on a des questions. Vanessa, qui est en régie, quelles sont les questions posées par ceux qui nous regardent ? Oui, beaucoup de questions autour de la rentabilité des entreprises de transport qui est plus faible que la moyenne nationale. Est-ce qu'il y a des raisons structurelles qui peuvent expliquer cela ? Alors, effectivement, les raisons structurelles, vous avez vu qu'on a perdu 0,5, mais on a perdu 0,5 sur une base qui était déjà effectivement très basse. Alors ça, c'est le principe même, je dirais, d'une segmentation à la fois entre les services et l'industrie. On a des secteurs qui, systématiquement, ont des rentabilités plus basses. On a des secteurs qui ont aussi besoin de rentabilités plus élevées quand ils ont des obligations d'investissement extrêmement lourdes. Donc, par exemple, dans l'industrie très lourde, parfois, il faut avoir un taux de rentabilité beaucoup plus important parce qu'évidemment, il y a des investissements chaque année, ça se compte en millions d'euros. Et donc, si l'entreprise ne dégage pas
une rentabilité suffisante, elle ne pourra pas investir. Voilà. Alors c'est peut-être un peu moins vrai dans le transport. Mais c'est un peu vrai quand même. Mais on est dans le lourd. Quand même. Voilà. Et donc on est structurellement, alors je n'ai pas d'explication, je dirais philosophique sur le sujet, mais ça fait effectivement des années où dans le transport, on est souvent avec une rentabilité qui est inférieure à l'ensemble des secteurs et qui est elle-même inférieure à d'autres services. Voilà. Ça le rend fragile? Non. Oui, alors ce sont parce que les prix sont assez bataillés, voilà, parce que le poids de la main-d'œuvre est aussi élevé dans le transport. Et donc, on est dans un pays, en France, où le coût de la main-d'œuvre est élevé. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, c'est structurel. Vous voyez bien, on a une profondeur d'analyse. Vous disiez qu'on a 12 ans de partenariat et quasiment 15 ans d'historique de données, oui, de data. Et donc, on voit bien, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de grand mouvement, mais structurellement, le secteur du transport est un secteur à petite marge. Merci Cathy Verquin. On vous retrouve l'an prochain. Hein. Ah mais absolument. C'est très productif, très concret, très précis et très utile ce partenariat Banque de France. Vous êtes à Lille, hein? Absolument. Banque de France dans les Hauts-de-France. Voilà. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Dans un instant, on va rester dans l'économie avec le grand témoin de ce congrès. Il vient d'arriver, il est au maquillage. C'est juste après une page de pub.